François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Vous auriez dû lui donner des conseils peut-être? Non, il n'y a pas de conseils. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Toujours dans la rigueur et la vérité, vous suivez Décryptage, doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 21 mai 2017 et je suis toujours en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, monsieur Semakoso. Bédel Baouna, l'actualité française est dense et riche. Un nouveau président, un nouveau premier ministre et un nouveau gouvernement. Bédel Baouna, une analyse sur cette nouvelle équipe, Édouard Philippe. Oh, peut-être pas une analyse, mais une impression en général, si vous voulez bien. Bon, quoi dire de ce gouvernement, sinon qu'il a tenu l'une de ses promesses, Emmanuel Macron, un gouvernement équilibré, comme il l'avait annoncé, très réduit en tout cas, 22 ministres, mais je suis tenté de dire que derrière la parité, puisqu'il y a 11 femmes, 11 hommes, il y a l'inégalité, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que les hommes, comme d'habitude, se sont taillés la part du lion, c'est-à-dire se sont pris, accaparés les principaux ministères, même s'il y a une femme au ministère, non pas de la défense, mais des armées. Là, vous aurez aussi remarqué que l'intitulé a changé. Il est revenu dans des termes, dans la sémantique et la rhétorique, disons, du général de Gaulle, Mitterrand, ministre des Armées. Donc, les femmes se sont contentées en quelque sorte de quelques Marocains, de quelques Strapontins, mais sinon, les principaux ministères très costauds ont été confiés à des hommes. Et puis, quoi dire d'autre? Sinon qu'Emmanuel Macron a été très habile, disons. On découvre un homme nouveau, un homme finalement très habile, très calculateur aussi. Le fait d'avoir confié l'économie, les finances à deux hommes de droite, fout le bordel chez les Républicains d'ailleurs, puisqu'ils commencent à se diviser. Il les prive de facto d'arguments contre la politique économique de son gouvernement. Bon, il faut espérer qu'il n'y ait pas de dissonance à venir, dans la mesure où Emmanuel Macron était pour la baisse de la CSG, pour l'augmentation de la CSG, et que Bruno Le Maire, lui, dans sa campagne durant la primaire, était pour l'augmentation de la CSG. Donc il faut espérer qu'il n'y ait pas de tension sur ce sujet. Et puis je terminerai par la maladresse de la semaine écoulée, c'était jeudi avant son départ pour le Mali, à propos du choix des journalistes. Qu'est-ce que ça veut dire choisir les journalistes désormais qui vont écrire pour Emmanuel Macron ou bien qui vont l'accompagner? Choisir les journalistes, cela renvoie à la subjectivité. C'est-à-dire que je choisis les journalistes qui me sont moins hostiles. Or, pour un chef d'État qui se veut jupitérien, c'est-à-dire au-dessus de la mêlée, tous les avis, quels qu'ils soient, doivent être représentés. Et par conséquent, c'est au rédacteur en chef, je crois, de décider d'un journaliste qu'il souhaite envoyer ici ou là. Donc là, je crois que c'était une maladresse qu'il faille corriger le plus tôt possible, cher ami. Voilà, en attendant la correction, Bédel Baouna, une question. Est-ce qu'on pourrait prendre, si on va plus ou moins sous les tropiques, ce gouvernement sous le vocable d'unité nationale? Parce que ce type de gouvernement, plus ou moins sous les tropiques, sont comparés ou assimilés à des gouvernements d'unité nationale. On prend tout le monde, on contente tout le monde comme ça, on peut mieux gérer et tout le monde est content. Non, gouvernement d'union nationale, je ne pense pas. Le terme est trop fort. C'est un gouvernement plutôt de guerre, même s'il n'y a pas de véritable, de grande prise de guerre. Dans Réveil, Emmanuel Macron, s'il avait eu à prendre par exemple les Nathalie Kosciusko-Morizet, Xavier Bertrand, les Christian Estrosi, un François Baron, pourquoi pas un Jean-François Copé, les poids lourds, les éléphants, oui, là on aurait pu parler de prise de guerre. Mais gouvernement d'union nationale... Enfin, c'est le vocable qu'on a souvent sous les tropiques. Hein. Il n'y a pas, je crois, que de ministres issus par exemple de l'UDI, oui, ou bien du Parti communiste français,
ou bien même de la France Insoumise, ou bien des écologistes, à part Nicolas Hulot, lui n'est pas membre de Verts, les écologies, les Verts. Ceux que Gérard Collomb appelait autrefois les Khmer verts. Donc ce sont plutôt des gens issus des deux grands partis, et puis plus quelques personnalités civiles. Il ne vous a pas échappé qu'il y a notre ami, nous qui aimons les livres, de chez Actes Sud, la présidente, la ministre de la Culture. Oui. Donc il y a plus la société civile et puis des personnalités issues des deux grands partis. Mais pour les petits partis, non. Donc dans ce cas, je ne pense pas que l'on puisse parler de gouvernement d'union nationale. Donc c'est plutôt un gouvernement pas ici. Non, en fait, non, c'est plutôt un gouvernement de guerre. Oui, oui. Un gouvernement de combat, mais avec des arrière-pensées. C'est-à-dire, c'est de dynamiter ou bien de continuer à dynamiter les deux grands partis traditionnels. Alors, pour terminer, on a vu durant la campagne, en fait, les hommes et les femmes issus de la diversité se battre, quasiment se jeter au feu pour Macron. Or là, c'est sur 22 ministres, on les compte, en fait, sur les bouts de doigts. Sur le bout des doigts, je suis même étonné que notre grand frère Marc Mapingou n'y figure pas, parce que on l'avait vu sur les réseaux sociaux discuter ou parler à l'oreille d'Emmanuel Macron. Ils se sont battus, il y a même eu des articles, hein. Guerre de réseau autour d'Emmanuel. Il n'est pas français, donc il ne pouvait pas faire mais moi je me suis attendu à ce qu'il y ait, ou bien peut-être il aurait pu placer quelqu'un, voilà, un ministre d'origine africaine par exemple. Bon, je ne sais pas si la diversité, ou bien ce que vous appelez la diversité, est représentée. Pour moi, il y a la diversité dans ce gouvernement, au sens philosophique du terme. Mais si la diversité systématiquement renvoie à la différence de la peau, alors là, oui, l'on peut considérer qu'il n'y a pas de ministre, par exemple, d'origine chinoise ou asiatique, ou bien d'Arabie Saoudite, ou bien du Congo-Brazzaville. Par exemple, là, non. Oui. Là, non. Laura Flessel, bon, elle est française de souche, puisqu'elle est antillaise d'origine. Donc, non. Si la diversité, c'est ça, non, l'on peut donc, attendant peut-être le gouvernement Macron 2. Macron 2, peut-être que là, nous pourrions voir le grand frère Marc Mapingou. Alors, oui, c'est pas qui. Et pourtant, vous avez une sœur aux côtés de M. Macron, qui est Sibeth Ndiaye, qu'on a vu quasiment, en fait, gérer la communication du président. Et aujourd'hui, vous avez parlé, c'est juste pour rebondir par rapport à votre dernière remarque, vous avez parlé de la presse qui est plus ou moins, je dirais, choisie par l'équipe présidentielle, mais c'est elle qui est plus ou moins à la manœuvre aussi. Hein. À la manœuvre, mais il ne faut pas non plus oublier qu'Emmanuel Macron est un homme réfléchi. Hein. Oui. Vous avez beau le conseiller, ou bien lui conseiller quelque chose, mais c'est à lui que revient la décision en dernier ressort. Donc, je ne pense pas que l'on puisse indexer la demoiselle, Madame Sibeth Ndiaye. Donc c'est Macron lui-même. Donc il commence à se dévoiler totalement. Commence à dévoiler. Si vous avez suivi son discours depuis le Mali là-bas, à Gao, le visage fermé, il est déjà dans ses habits présidentiels. En tout cas, ça n'a rien à voir avec les premiers jours de François Hollande. En tout cas, il y a une différence fondamentale énorme. En tout cas, une différence énorme. Il a dit que je vais appliquer ou bien mes prérogatives constitutionnelles. Au contraire de la super présidentialité de Nicolas Sarkozy ou bien de la présidence normale de François Hollande, lui, il revient à la Constitution. Ses prérogatives, rien que ses prérogatives. Et il est déjà habité par la fonction. Et c'est là où il détonne dans le sérail. Voilà. Il détonne dans le sérail, habité par la fonction. Je ne vous rappellerai pas qu'il y a aussi un homme qui est habité par la fonction, c'est Denis Sassou Nguesso. Vous avez fait un clin d'œil, en fait, à Macron qui choisit ses journalistes. Vous voyez que finalement, même dans ce pays des droits de l'homme où la démocratie a assez avancé, puisque vous raillez souvent la démocratie congolaise, Denis Sassou Nguesso n'a pas le monopole, Bédel Baouna, de choisir, en fait, ses journalistes. Vous voyez que finalement, ça fait partie d'une pratique normale d'un président normal, jupitérien aussi comme Denis Sassou Nguesso, puisque lui choisit ses journalistes et quand il revient, qu'il accueille dans le salon à l'aéroport, Macron aussi choisit ses journalistes qui l'accompagnent en fait dans sa présidence. C'était une maladresse pour Emmanuel Macron, ai-je dit. Et pour Denis Sassou Nguesso, c'est une pratique normale. Pour Denis Sassou Nguesso, il est né dans la subjectivité. Il vit par la subjectivité. Il est né avec le sang du clan.
ou bien avec l'obsession du clan, et il continue de régner avec l'obsession du clan. Donc quand il choisit un journaliste, c'est qu'il fait partie du clan. Ou bien un journaliste à qui l'on a glissé une enveloppe. Bah, les femmes, vous les aimez bien, surtout quand elles sont belles. Ben, je vais vous parler d'une belle femme, c'est Madame Mounari. Vous la connaissez très bien, puisque c'est la patronne aujourd'hui de l'opposition congolaise. Madame Mounari est sortie, en fait, elle a fait une sortie qui a fait pas mal de bruit, puisque votre grand frère Okongakala l'a même convoqué pour cela, pour un débat philosophique, c'est qu'un prisonnier politique. Alors, Madame Mounari, en fait, répondait à l'interview donnée par Denis Sassou Nguesso à France 24. Bédel Baouna, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, elle est bien dans la peau, en fait, elle habite bien la fonction de la première opposante, en fait, à Denis Sassou Nguesso? Il y a eu, dans cette longue séquence, 2 temps. Le premier temps, c'est que Madame Mounari, en tant que présidente, ou bien en tant que femme politique, de premier plan du Congo-Brazzaville, a répondu aux inepties de M. Sassou. Elle était bien dans son rôle. Diffusé quelques jours plus tôt, le samedi ou le vendredi sur France 24. Il a réagi. Elle a contredit. Bien, ça c'était la première, ça c'est le premier temps. Jusque-là, rien à dire. Il y a réussi. Maintenant, le facétieux procureur de la République, et ça, là maintenant je passe au deuxième temps, la convoque au tribunal de Brazzaville pour débattre du concept de prisonnier politique. Tout à fait. Un débat immensément philosophique et non politique. Il y a eu une sarabande. Il y a eu un boucan. Il y a eu un raffut. Les Congolais, dans les réseaux sociaux, se sont enflammés. Ils ont aboyé tels des chiens enragés. Pourquoi de ce boucan? Mais c'est tout simplement parce que Madame Mounari a profité justement de ce fait pour rebondir ou bien pour résurgir. Alors que de décembre à mai, elle n'a rien fait en tant que présidente de l'IDC FOCAD. Là où elle aurait dû fixer le tempo, là où elle aurait pu impulser l'opposition, elle avait disparu des radars. Et là, subitement, quand Okongakala lui apparaît comme une planche de salut. J'ai trouvé ça pathétique. Le comportement, non, je dois vous l'avouer ici, le comportement de Madame Mounari ne m'a pas plu. Pourquoi déchirer la convocation? Vous savez, j'aime bien Papa Wemba. J'écoutais ce matin Signorina. À un moment, c'est Djengaka Espérant, quand la musique s'arrête, qui dit taureau, taureau sans allure. Et Papa Wemba prend. Tu sais comment attaquer un taureau à domicile? Eh bien, tu te présentes là, tu débarques là, bien rasé, bien coiffé. Il s'agit de la sape, bien. Mais la sape n'est-elle pas métonymie? La sape n'est-elle pas métaphore? La sape n'est-elle pas allégorie? A contrario, Madame Claudine Mounari aurait dû accepter de répondre à cette convocation. Vous savez pourquoi? Pour aller achever de façon définitive M. Okongakala. Lui montrer que oui, justement, vous avez fait du tribunal un lieu de débat. J'y vais. J'aurais été le conseiller en communication, moi, Bédel Baouna de Madame Mounari. J'aurais dit, eh bien, chère Madame, voilà l'occasion d'achever un homme inutile, un facétieux, un maquilleur, de façon définitive. Moi, j'aurais poussé Madame Mounari, oui, d'y aller, à une seule condition, qu'il y ait les médias, puisque M. Okongakala adore les médias. Donc, c'était pas la peine de déchirer la convocation. C'était une fuite en avant. Donc, la stratégie eût été de montrer à M. Okongakala qu'il ne maîtrise pas justement ce sujet-là. Et que justement, un tribunal ne peut pas être un lieu de débat philosophique. Mais là où l'on applique le droit, là où l'on dit le droit, uniquement. Donc, c'était à Mme Mounari de saisir cette occasion, d'y aller, l'affronter, l'achever. Au lieu de ça, non. Ils se sont lancés dans le Matalana, oui, dans les photos sur les réseaux sociaux, c'est comme s'ils étaient en deuil. Oui, donc, par panne d'idées politiques, de stratégie, on profite de ces quelques petites situations. Mais c'était une occasion en or d'achever M. Okongakala, de le finir, de le faire disparaître. Il appartenait à ses conseillers, aux conseillers de Mme Mounari, de lui préparer des fiches sur le concept, de l'entraîner sur ces débats et l'achever. Je dis bien achevé.
C'était une occasion. Moi, j'aurais été Madame Mounari, oui, j'aurais répondu de façon positive, dit oui, on y va. Vous savez, la politique, ce que nous a montré même la dernière élection présidentielle française, emmène forcément des questions philosophiques. Par exemple, quelle est la part de l'imprévisible dans l'action politique? Ou bien l'action politique dans la contingence historique, de la conflictualité par exemple. Voilà des questions. Est-ce que la politique est-elle une affaire de moyens plus que de fins? C'était ça justement qui était posé à Madame Mounari, des questions que je pose à nos amis téléspectateurs philosophes, par exemple la sémillante Natacha Pemba. J'espère qu'elle nous suit et qu'elle saura y répondre, au professeur Charles Temankongu ou bien à Bowao lui-même. Qu'est-ce que la politique? Est-ce une affaire de fin ou bien une affaire de moyens? En répondant à cette question, Madame Mounari aurait compris, aurait su que oui, là on a le moyen d'achever ce gars afin d'aboutir au changement. Tiens, hier soir, dans le métro, je lisais un livre. Lire John Dewey, le penseur américain du 19e siècle, de la démocratie radicale, le philosophe du pragmatisme. Que dit-il, par exemple? Il dit que le fait d'ignorer les sources et les ressources du changement ne veut vouloir dire qu'une seule chose, l'abdication, renoncer. Et vous remarquerez que les hommes et les femmes politiques au Congo-Brazzaville ignorent les sources et les ressources, finalement, du changement. Donc, du coup, ils ont abdiqué. Ils se saisissent de petites occasions, de petites piques, comme ça, pour se faire importante, pour apparaître sur les réseaux sociaux. Mais non, ça ne sert à rien. On attend de l'IDC FROCA d'exister. On attend de l'IDC FROCA de fixer le tempo. On attend de l'IDC FROCA de trier M. Sassou, de nous définir la stratégie qu'il faut pour parvenir au changement. Quelles sont les sources et les ressources du changement? C'est ça! Et là, non. Les photos, les gens étaient là chez elle, chez Madame... vous avez vu quand même tous vos grands frères, Bédiel Baouna. Ils étaient là. Vous les avez reconnus tous. Et même M. Kalakala aussi était là, on l'a vu sur la photo. Mon père, Kimfoussia, était là. Bowao était là en chemise lin blanche, il était là. Mais il n'était pas endeuillé, Madame Mounari, il n'était pas incarcéré. Il était juste convoqué, invité à un débat. Donc là, vous donnez raison. Donc il fallait y aller. M. Okongakala, c'est un bon débatteur finalement. Vous le raillez ici tous les jours. Aujourd'hui qu'il convoque. Mais il appartient à l'autre d'aller l'affronter. C'était une invitation. De lui montrer que non, monsieur, vous vous trompez. À double titre. L'argument de votre grand frère Bowao, en fait, qui explique que le tribunal, en fait, le parquet, son parquet, en fait, le parquet de M. Ngakala, n'est pas un lieu de débat politique, mais un lieu de débat sur le droit seul. Mais donc c'était bien normal. Mais c'est ce que je viens de dire. Bien sûr, puisque le procureur veut transformer ces lieux en un amphithéâtre ou bien en un plateau média, j'y vais pour le lui. 1. Rappeler. 2. Le contredire sur le concept de prisonnier politique ou sur la réalité des prisonniers politiques. C'était ça. Puisque les opposants congolais n'ont pas la possibilité de passer même sur Télé Congo, aller étrier Sassou. Donc, c'est à travers un débat, où qu'il soit, même à la maison d'arrêt, allez-y, débattons, mais à une condition qu'il y ait les médias. C'était ça. Enfin, les médias, il y aura Télé Congo, mais Télé Congo n'existe pas. Mais si vous voulez quel média qui aille pour couvrir ce type d'événement? Cher ami, oui. Donc, je me demande si finalement Sonny Laboutonsi n'avait pas raison, excusez-moi de convoquer plusieurs écrivains ici, philosophes, dans La vie et demie. Vous savez, ce roman qui raconte la vie d'un grand dictateur, qu'on appelle dans le roman le guide providentiel. Vous savez, là où Sonny Laboutonsi nous montre un monde irréaliste d'une grande violence, cher ami. Et voilà, avec des morts, mais qui refusent de mourir. C'est comme dans le pôle, justement. Ou bien comme à Brazzaville, tout simplement au Congo-Brazzaville. Oui, donc le Congo de 2007 ressemble justement à ce fameux pays imaginaire dont nous parlait Sonny Laboutonsi
qui s'appelait le Kamatalazi. Katamalazi. Voilà, j'ai toujours eu du mal à prononcer ce mot. Voilà, exactement. Ou bien on est même dans le meilleur du monde, hein, d'Huxley. Oui. Ou bien dans 1984 d'Orwell. Justement, c'est ça, la violence. La violence, Bédel Baouna. Alors, il faut quand même dire une autre chose, c'est que beaucoup de nos spectateurs, téléspectateurs ou internautes nous ont envoyé des messages inbox. Certains l'ont écrit directement en commentant le dernier décryptage, que nous n'ayons pas fait allusion au fameux, à la fameuse interview de Denis Sassou Nguesso sur France 24. Sur France 24, Bédel Baouna. Je lui ai dit, mais écoutez, je vais poser la question à Bédel Baouna, parce que lui, il parle de tout. Il débat sur tout. Et de rien. Sauf que là, vous vous êtes tué, Bédel Baouna. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis tué, mais vous êtes le patron de cette émission, non, n'est-ce pas? Bédel Baouna, mais c'est vous qu'on écoute mais ici. avant de venir sur le plateau, nous nous concertons. Nous sélectionnons les sujets. Nous avons vu ensemble, samedi dernier, la vidéo. Nous avons suivi l'interview. Nous avions tout simplement décidé de la zapper. C'est votre analyse. Non, pas du tout. Mais il faut dire la vérité aux téléspectateurs. Pourquoi avez-vous zappé DSN, Bédel Baouna? C'est la question qu'on vous pose. Mais ça n'est pas mon émission, c'est votre émission. C'est votre émission. Mais dans la mesure où je viens décortiquer ou bien analyser l'information, quand même, il y a aussi une part de responsabilité de M. Bédel Baouna. Qu'avons-nous décidé le samedi? Que nous zappons cette interview. Pourquoi zapper cette interview, justement? Eh bien, c'est parce que M. Sassou a fait du Hollande, du François Hollande. Il a été le commentateur de sa propre action ou bien de ses propres crimes. Donc, il ne lui appartient pas de commenter. Et d'ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'il s'est beaucoup embrouillé dans cette interview. Je me demande même s'il savait ou bien s'il sait ce qu'il est en train de dépiter comme sottise ou comme ineptie, ou bien comme contradiction. Donc, pour ces deux raisons-là, nous avons choisi de zapper cette interview, de ne pas l'aborder dans notre émission. C'était tout. On ne va pas non plus parler de tout. Ou bien, dans ce cas, il faut aussi parler au quotidien du ventre de M. Jean-Jacques Bouya, de la rencontre destinée, maintenant de la nouvelle idylle entre Destiné Dougaga et votre ami Jean-Marie François Mpélé qui devient son conseiller. Paul-Marie Mpouélé qui devient en quelque sorte son conseiller spécial. Il faut aussi parler par exemple des violences au milieu scolaire. Il faut parler du manque d'eau dans la rue Biza là-bas à Kikelekele. Il faut parler donc de la bagarre qu'il y a eu à Pointe-Noire entre une femme et c'est pas ces deux hommes. Donc il faut parler de... Non. Franchement, l'interview de M. Sassou ne m'a pas paru intéressante. Pour une raison simple, c'est que déjà il se contredit. À un moment, il dit qu'il n'y a pas de crise dans le pôle. Mais ça, il a toujours soutenu. Ça, il a toujours soutenu et moi, j'ai toujours contredit. Moi, il n'a jamais changé. Là, il n'a jamais eu de tort. Oui. Mais c'est que quelques minutes plus tard, il emploie un syntagme nominal qui remet tout en cause, qui le ridiculise. Ah oui, qui le met en difficulté. Il dit qu'il y a une guerre asymétrique. Ah, c'est à lui de choisir. Ou bien dans le pool, il n'y a pas de crise, ou bien il y a une guerre asymétrique. Donc vous voyez bien que, donc vous voyez bien qu'il y a un problème déjà. Il y a un problème. Il dit qu'il n'y a pas de crise. Qu'est-ce qu'une crise? Crise, ça peut être un bobo que vous avez, que l'on peut vite régler au plus vite. Mais une guerre, non. Et il dit bien qu'il a une guerre asymétrique. Ça veut dire que lui, qu'il dispose de tous les moyens de l'État, de tout l'appareil militaire, des tanks, des fonds, et que les autres ont des finks-là, mais que lui qui dispose des moyens importants, de tous les moyens de l'État, n'arrive pas à traquer ou bien n'arrive pas à attraper ou bien à liquider Monsieur Ntoumé. Mais c'est un aveu d'échec. Il reconnaît par là que oui, il a échoué. Et normalement qu'il devrait démissionner. Et il devrait s'en aller. Et quelques minutes plus tard, il dit qu'il n'a pas vocation à rester au pouvoir à vie. Il vous prépare l'opinion à vous dire qu'il ne va pas rester à vie, donc il va passer le relais ou bien la main à son fils.
Donc voilà les raisons qui nous ont poussés à ne pas aborder l'interview de M. Sassou sur le France 24 d'une significance, d'une banalité exquise. Et par ailleurs, je suis un peu désolé pour l'ami journaliste qui ne relançait pas. Et comme l'a dit votre ami sur Télé Congo, Afrique Dominique de Kélé ou de Wando, que voilà, le journaliste ne connaît pas la réalité du pool, il lui a fallu qu'il y a là. Oui, justement, il fallait peut-être s'imprégner ou bien préparer l'interview comme il se doit. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'il ne le relançait pas. Sassou a-t-il choisi son journaliste ou bien son équipe, comme le fait aussi votre président Macron. Le souhaite. Macron ne l'a pas fait, mais comme il le souhaite, avoir. Donc c'était tout simplement pour ça. Voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas abordé cette vidéo qui ne nous a pas paru pertinente. Voilà, mais par contre, on a trouvé un document pertinent, c'est celui de RFI. Exactement. Et il ne vous a pas échappé, les deux, entre l'interview et le document et le reportage de RFI sur la crise humanitaire dans le pool, dont personne ne parle, il ne s'est passé que quelques jours. Permettez-moi, Bédel Baouna. 4 jours. Sassou dit qu'il n'y a pas de crise. RFI dans ce document dit qu'il y a une crise. D'autres personnes ne parlent. D'autres personnes ne parlent. Bon. Tous les mots ont un sens. Hein. Et qui monte dans cette affaire? Est-ce la presse? Est-ce M. Sassou? Parce que vous aurez remarqué que la vidéo est passée sur France 24 et le document sur RFI, deux médias de service public. Français. Donc les journalistes travaillent ensemble, ils se connaissent. Ils ont presque les mêmes patrons. Ils reçoivent... Donc qui monte dans cette affaire? On dirait que RFI aussi a été choisi par l'opposition. Ils sont bien contents de venir, les Mungala, les Mabiala et les autres, de venir parler sur RFI. Mais quand il s'agit d'une telle vérité, c'est silence radio. Donc qui ment? Est-ce France 24 qui a balancé cette interview? De toute façon, France 24 n'est pas responsable des propos tenus par M. Sassou, dans la mesure où il s'agit d'une interview et non d'un reportage. Le document de RFI est un reportage. Il va sur le terrain, où l'on entend des gens parler que oui, j'ai pas encore vu, je n'ai pas revu ma femme parce il fallait fuir, il fallait s'échapper, où les gens vendent des humanitaires qui se débrouillent, tant bien que mal, pour essayer d'apporter de l'aide. Donc, ou bien M. Sassou ne sait pas la définition du mot crise, ou bien il a conscience qu'il s'agit réellement, comme il l'a dit lui-même, d'une guerre asymétrique. C'est-à-dire une guerre qui consiste à rayer de la carte du Congo tout ce qui s'apparente au mot poule. Est-ce qu'il y aurait une guerre plus ou moins sournoise dans les médias publics français entre RFI et France 24? Bien malin, cher ami, celui qui pourrait faire une telle analyse. Une même actualité, deux traitements complètement différents. J'en connais. Soit dit en passant, il y a la rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux, les Congolais se sont enflammés, que jeudi prochain, le 25, il y aurait un reportage sur France 2. Non. Je connais, j'ai deux amis à France 2, je leur ai téléphoné et j'ai lu Télé Loisirs et Télérama pour les programmes des jours à venir. Je n'ai pas vu un sujet, un tel programme, à venir sur France 2. Non. Donc, je ne peux pas m'affirmer. Donc, c'est dire qu'il n'y en a pas. Bon, quant à savoir s'il y a une guerre ici ou là, je contacte des amis, je leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout, il n'y a rien. Mais partout où les hommes sont rassemblés, ou bien se retrouvent, il ne vous a pas échappé qu'il y a toujours des rivalités, qu'il y a toujours des coups bas, qu'il y a toujours des coups de RFI n'a jamais été dans les petits papiers non plus du gouvernement congolais. Non, ça a toujours été assez difficile. Et on peut aussi mentionner l'intervention de M. Guy Brice Parfait Kolela, lequel subitement aussi a dénoncé la situation du pool. Comme par hasard, il a employé aussi le mot crise. Qu'il y a une crise. Donc, est-ce pour contredire aussi son papa adoptif ou bien son mentor en politique, M. Sassou, ou bien c'est pour se faire important le Matalana, car il ne veut pas paraître inexistant. Ça, cher ami, le pool permet à tout le monde d'exister finalement. Là, mais surtout que le pool permet à certains arrivistes, à certains voyous cyniques au Congo, de bouffer de son piffré, de sortir l'argent du trésor public
pour voilà, aller secourir les gens de Poul, toujours. Hein. Depuis des années, ça fait 20 ans que le Poul a toujours consisté à faire sortir de l'argent du pétrole, à enrichir les gens. Voilà. Les militaires, le ceci ou le cela. Voilà. Bédiel Baouna, vous êtes sans ignorer que le Poul a une frontière naturelle avec la RDC. Nous allons juste traverser le fleuve, même à pied, du côté de la main bleue. On peut même aller à la nage, Bédiel Baouna. Que se passe-t-il du côté de Kin, qui est un impact du côté du Poul, notamment vers Boko, là-bas, Bédiel Baouna? Vous êtes sans ignorer qu'on a eu une évasion rocambolesque, en fait, la prison des évadés de Makala, avec leur leader qui a peut-être des points communs avec Toumi, Némouandan Semi, député national, qui aujourd'hui s'est fait la malle et on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Certaines rumeurs nous apprennent qu'il serait du côté du Poul. Alors Bédiel Baouna, est-il allé rejoindre son ami et frère dans la spiritualité, le pasteur Ntoumi? Alors, cette évasion, jusqu'à présent, nous pose des questions. Encore et toujours des questions. Que s'est-il passé? Oui. Pourquoi le chef spirituel de Bundoudia Congo se trouvait-il à Makala alors qu'il était censé rester chez lui, dans la mesure où il y a eu un arrêt de la Cour suprême de la RDC qu'il avait assigné à résidence. Mais pourquoi se trouvait-il en prison? Pourquoi ce soir-là, les 200 militaires préposés à la sécurité de la prison de Makala n'étaient-ils pas là? Ont disparu. Pourquoi la police a-t-elle mis plus de 3 heures avant d'arriver sur les lieux? Ce sont les questions que tout le monde se pose. Et des questions, autant de questions sont réponses. Qu'est-ce qui s'est passé? Et certaines rumeurs disent que beaucoup de ces détenus de droit commun, des criminels, des voleurs, des violeurs, des pédophiles, des tueurs, qui se sont fait la malle, pourraient se retrouver vite fait dans le Poul. Et aller prêter peut-être, même fort à un autre éliminé, qui est le pasteur Ntoumi. Entre le pasteur Ntoumi et Némouandan Semi, il ne vous a pas échappé que les deux ont un point commun, c'est que ce sont des chefs de secte ou bien des chefs spirituels. C'est des chefs spirituels. Oui, donc ce sont des leaders. Donc on peut les considérer comme des leaders. Avec des hommes qui les suivent. Avec des hommes qui les suivent, les yeux fermés. Est-ce qu'ils étaient-ils en contact? Bon, il ne faut pas espérer une telle initiative. Que ces criminels qui n'ont rien à perdre, qui se sont fait la malle, se retrouvent juste à quelques kilomètres en face. Surtout qu'on n'est pas loin, il faut quand même le dire. On n'est pas loin. Oui, à pied. Parce que pour eux, la solution, quelle pourrait être la solution? Dans la mesure où ils savent qu'il peut y avoir une autre opération Mbata à Bakolo, ils peuvent être retournés, s'ils sont attrapés, refoulés. Donc, ils pourraient se dire, de toute façon, nous n'avons rien à perdre, nous sommes obligés de combattre. Afin de nous laisser un jour tranquille, nous ne pouvons plus retourner en RDC. On nous a annoncé même le chiffre de 4500, 4600 évadés. Bon, les prisonniers politiques, eux, sont restés en prison. Ils n'ont pas jugé bon de s'enfuir. Non, ils sont restés. Donc, seuls les détenus de droit commun qui sont partis. Et puis les adeptes... s'ils prêtent main forte à Ntoumi, le Poul pourrait être rasé. Parce que cela va exacerber, aiguiser la colère, la vengeance de M. Sassou. La haine de M. Sassou envers le Poul. Qui va démultiplier, décupler les moyens pour aller raser le Poul. Sous prétexte qu'il y a des criminels de guerre venus de Makala. Et ça pourrait aussi être dangereux pour Sassou lui-même, parce que là, à ce moment-là, l'armée sera, tous ceux ou bien les miliciens de M. Sassou qui combattent dans le Poul seront zigouillés à tout moment. Parce que pour l'instant, ils n'arrivent pas. Les miliciens qu'on y envoie, que l'on envoie dans le Poul. Donc c'est très dangereux, il ne faut pas espérer une telle initiative, et que même si Ntoumi est, qui est en train de démontrer que c'est une forte personnalité, ne devrait normalement pas, on emploie le conditionnel, hein, on ne dit pas que c'est ça, devrait refuser une telle initiative, parce que après, une fois qu'ils auront combattu, ils demanderont leur dû, leur part de gâteau. Est-ce que Ntoumi aura-t-il les moyens de les satisfaire ou bien de les payer au quotidien? Non. Donc, je crois que c'est très dangereux, une telle initiative, ces évadés. Bon, maintenant, que fait la police de la RDC pour essayer de redorer son blason? C'est d'arrêter n'importe comment, dans les rues. Il suffit d'avoir un visage un peu suspect. Ah tiens, vous étiez à Makala. Ah tiens, vous étiez, on arrête les gens. Donc, au faciès, en quelque sorte. Arrestation au faciès, Bédiel Baouna. Voulez-vous gagner 50 millions? 50 millions?
de francs CFA, Bédel Baouna? Non, je n'en ai pas envie. Enfin, vous avez tort parce qu'aujourd'hui... mais Bédel Baouna, vous avez tort parce qu'aujourd'hui, la police congolaise... Si ce sont des 50 millions qui viennent du Congo, non. C'est ça, 50 millions qui viennent du Congo, non. Mais pour le loto d'ici, oui. Ou bien le tiercé d'ici, oui. Bédel Baouna, la police congolaise a commencé, en fait, un affichage dans les quartiers sud de Brazzaville où vous avez ces hommes qui sont recherchés, Ntoumi et 2 de ses acolytes, pour que la situation puisse se stabiliser dans le pôle Bédel Baouna. 50 millions, je pense que vous n'êtes pas dessus. Oui, mais ces photos aussi ont été détournées. On va offrir aussi 50 millions à qui pourra livrer M. Sassou, au peuple congolais. M. Sassou, ses enfants et son clan, ils devront aussi, les Congolais devront aussi se soulever et lancer aussi, afficher aussi, voilà, des pancartes, des panneaux, dire que oui, nous offrirons 50 millions à qui sera le premier à capturer M. Sassou. Voilà. Qui sera le premier à capturer M. Sassou? Ben là, on le verra. Parce que c'est lui le terroriste. C'est Sassou et ses sbires qui sont des terroristes. Lui, le terroriste. Mais il n'a rien fait. M. Ntoumi n'est pas terroriste, et vous ai-je dit. Oui. M. Ntoumi est un illuminé. C'est un pasteur. Donc, lui, s'il zigouille les miliciens de M. Sassou, c'est à juste titre. Parce que M. Ntoumi répond à la violence du pouvoir. Or, la violence du pouvoir est aveugle. La violence du pouvoir ne sélectionne pas. Et la violence du pouvoir fait que l'on tue les civils. M. Ntoumi ne tue pas les civils, il tue seulement les miliciens. Et si les miliciens de M. Sassou peuvent se casser les dents tous les jours, en grand nombre, tant mieux. Je ne dirais pas non, je ne cautionne pas la violence, mais à un moment donné, l'on doit savoir se poser les bonnes questions. La violence a-t-elle un sens? En l'espèce, oui, dans le pool. Parce que dans quelle mesure la violence est-elle un moyen de légitime défense? La violence de M. Ntoumi à l'égard des miliciens de M. Sassou constitue bel et bien un moyen de légitime défense. On va terminer par une autre plus joyeuse, c'est la guerre des pasteurs en fait au Congo. On a parlé du pasteur Ntoumi, il y a d'autres pasteurs qui se battent aussi pour un strapontin, c'est le pasteur Castanou et le pasteur Ibombo. Alors ce sont 2 hommes d'église assez influents. Pour le premier, M. Castanou qu'on a vu ici à Paris avec une grande église, un grand manager de Dieu, et M. Ibombo lui aussi qui a une église. Les deux aujourd'hui, Bédel Baouna, nous livrent un spectacle inédit dans l'histoire congolaise. Oui, mais nous l'avons évoqué ce sujet ici la semaine dernière. Donc, nous ne savons pas qui va gagner cette guerre, mais je pense que cette guerre va se terminer, ne va pas se terminer par un bain de sang, mais plutôt par un match nul. Parce que l'un et l'autre sont soutenus, ce sont des protégés du pouvoir. M. Ibombo est le protégé de M. Edgar Nguesso, peut-être même un peu plus, et que M. Castanou est le protégé de Mme Sassou, voire même aussi de quelqu'un d'autre. Un peu plus. Un peu plus. Donc je ne vois pas et qui pourrait tuer l'autre. En revanche, il y a quelqu'un qui s'est mouillé et qui s'est ridiculisé, c'est M. Clément Mwamba. Je ne sais pas pourquoi il est intervenu, alors qu'il ne l'avait pas fait auparavant quand la ravissante Lydia Mikolo avait limogé les directeurs mafieux de la santé. Je ne sais pas. Ça ne cesseront. Donc un poids, 2 mesures. Donc M. Mwamba a été très ridicule. Parce que la guerre Ibombo-Castanou, pour l'instant, est sans issue. Pour l'instant, ne laisse pas de perspective d'avenir. C'est une guerre terrible. En fait, ce n'est que la retranscription ou bien la représentation d'une autre guerre beaucoup plus puissante, beaucoup plus grande, que se livrent les gens du pouvoir entre eux. Oui. On nous a dit ici que Mme Ikia, toujours elle, avec ce tissage affreux, est aussi intervenue, et du côté d'un tel. Donc nous ne savons plus qui fait quoi, ou bien qui tire les ficelles. Alors, parlons juste des hommes Bédel Baouna. 2 pasteurs qui se livrent comme ça en spectacle, c'est quand même quelque chose auquel on n'a pas été habitué au Congo, notamment ces hommes qui sont toujours prêts à faire la morale aux autres, mais parce que... qui se disputent. En fait, c'est qu'une affaire de magouille et d'argent. Mais c'est tout simplement parce que vous ne prononcez peut-être pas la bonne phrase. Enfin, écoutez, donc, aidez-moi alors. Mais c'est parce que Dieu est mort au Congo. C'est parce que Dieu n'existe. Dieu est mort au Congo. On est comme dans Crime et Châtiment de Dostoïevski, ou bien le Dieu est mort de Nietzsche. Voilà, excusez-moi de convoquer une fois de plus la littérature ou la philosophie. C'est parce que Dieu est mort au Congo, Dieu n'existe pas. Il n'y a que les aveugles qui y croient.
Il n'y a que les zouaves, mais c'est parce qu'ils sont malheureux. Voilà pourquoi ils y vont dans ces églises de réveil. Moi, j'avais souligné ici, il y a un an, que si Mokoko est élu président, la première des décisions qu'il devra prendre, c'est de faire fermer toutes les églises de réveil. Et les voleurs. Mais il est qui, M. Castano ou bien M. Ibombo? Parce qu'ils sont au-dessus de la loi. Ce sont des voleurs, c'est tout. Parce qu'ils sont des pour protéger. Ils sont qui? Où est-ce qu'ils ont appris la Bible? Est-ce qu'ils sont-ils... Est-ce qu'ils ont eu... Où est-ce qu'ils ont eu de diplôme? Il y a beaucoup d'imposteurs au Congo. On nous a même fait croire ici, soit dit en passant, simple digression, que M. Jean-Jacques Bouya était un pilote. Il a étudié où? Il a suivi sa formation où? On nous a fait croire ici que Mme Desné Doudoukaga est pilote. Et elle est même présidente de l'association des anciens pilotes. Mais elle a piloté quel avion? Confiez-lui un Boeing ou bien un A380 ainsi qu'à M. Bouya qui ressemble aussi à son ventre. Parce qu'ils ont la même taille. Ils sauront non. Il y a beaucoup d'imposteurs au Congo. M. Ibombo se dit parfois sapélogue avec des costumes violets, rouges, jaunes. Je ne sais pas. Mais en même temps, il est pasteur. Et M. Castet, non. Mais non, pas du tout. Si le pouvoir change, ils seront les premiers à rendre les comptes. Vous me confiez le ministère de l'Intérieur, je le fais arrêter le même jour, dans les 5 minutes qui suivent. Qu'il soit Ibombo, que je le connaisse ou pas, en prison. Nous avons fumé les gens. Ce qui tue le Congo aussi, entre autres, ce sont ces églises de réveil. Ce sont des magouilleurs. On m'a rapporté un fait. Il y a 2 semaines, 2 dimanches, chez M. Isaïe, qui ne connaît pas à Brazzaville, l'église de Papa Isaïe. Ces enfants se livrent une guerre terrible. Les enfants de M. Isaïe. Un dimanche, on pose des seaux à l'entrée. Avant d'y entrer, il faut déposer il y a une colonne de seaux. Donc, dans chaque seau, il faut... ça, c'est pour Papa Isaïe fils. C'est pour Papa Isaïe Moana. C'est pour Papa Isaïe Yumboa. C'est Papa Isaïe les mouches. C'est pour les mouches de Papa Isaïe. Là, c'est pour les binsokoulou de Papa Isaïe. Là, c'est pour la maîtresse de Papa Isaïe. Là, c'est pour... Oui, c'est comme ça. Mais le Congo n'avait jamais atteint un tel niveau de bassesse, d'obscurantisme. Mais où sont partis, où sont les éclairés? On nous parle des philosophes, Il y a aussi des frères de lumière. C'est pas... Oui, mais où sont-ils? Vous incriminez souvent la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie n'est pas responsable du chaos congolais. Ce sont les francs-maçons qui, eux, sont responsables, oui. La franc-maçonnerie ne vous décevra jamais, tout comme l'Église. L'Église catholique ne vous décevra jamais. Ce sont les prêtres qui vous décevront. Vous savez, il y a des prêtres pédophiles, tout comme il y a des francs-maçons égarés, tout comme il y a des pasteurs voleurs. Mais cela ne remet pas en cause la philosophie ou la théorie, ou bien les valeurs qu'ils véhiculent. Vous ne me direz pas qu'un accident de la route remet en cause le permis de conduire. Non, c'était un simple accident qu'il faut réparer, sanctionner le chauffard, mais pas le permis de conduire. Donc c'est comme la franc-maçonnerie, l'Église catholique, le protestantisme, l'évangélisme. Non, eux, ils en ont fait un moyen de s'empiffrer. Un moyen de s'empiffrer. Parce que le Congo est descendu très bas. Le niveau est bas. Il y a eu un article sur RFI, par exemple. Pourquoi il y a tant de violence en milieu scolaire? Quelle est l'analyse? C'est parce qu'il y a pléthore et que le niveau est descendu très bas. Les gens sont devenus inciviques, violents, parce qu'ils n'ont rien dans la tête. On nous parle, c'est Koiné Makosso qui l'avait balancé au Salon du Livre, en disant que oui, mais au Congo, on nous parle de violence en milieu scolaire, ou bien d'obscurantisme. Mais où sont les philosophes? C'est Koiné Makosso qui avait jeté un pavé dans la main. Et M. Aka Evi, qui se dit philosophe, était là. Il n'a jamais rien écrit. Mais ils ont verrouillé le débat au Congo. Rien, M. Akaevi. Il a écrit une petite bricole titrée L'appel du cosmos. Un cours de philosophie pour élèves de CM2. Aristote a dit, Jésus a dit, Platon a dit, Descartes a dit, Pic de la Mirandole a dit. Mais maintenant, toi-même, tu dis quoi? Là, on a un sujet qui concerne la violence ou bien l'obscurantisme des églises de réveil. Qu'est-ce que toi, en tant que philosophe, tu proposes comme réflexion? Il prend la peau d'escampette. Il est devenu, paraît-il, et il a verrouillé, et ce sont eux qui ont verrouillé même la culture. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, par exemple, excusez-moi de parler pêle-mêle, un article sur le musée national du Congo ou bien sur le CEFAD. Mais c'est votre petit frère, Bédiel Baouna, monsieur Motom. Mais il vient d'arriver, il y a un an.
il y a un homme, qu'il soit mauvais ou pas, mais on ne peut pas lui imputer la responsabilité du chaos culturel. Le Congo, il vient d'arriver et il ne connaît rien. Mais d'abord, c'est lui qui est resté là entre nous, M. Motom ne connaît rien à la culture. Enfin, sinon, il ne serait pas là. Mais il a fait de Ouesso quand même la capitale de la culture congolaise. Mais sinon, il ne serait pas ministre de la culture. On ne met pas un fait connaisseur à la culture. Sinon, il va contrecarrer les plans des mafieux qui entourent M. Sassou. Mais non, il ne connaît rien à la culture, M. Moton. Tout comme M. Ngakoso ne connaît rien à la diplomatie, tout comme, tout comme Mme Doukaga ne connaît rien à la jeunesse, tout comme Mme Soudan ne connaît rien au tourisme. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont rien compris. Les hommes aussi. Les hommes, parce que non, il ne s'agit pas de sexisme ni de misogynie, il s'agit de personnages publics qui contribuent à la dislocation, au chaos du Congo. Donc, en tant que tel, on doit les étrier. Donc, pour revenir à l'obscurantisme, à la philosophie, aux philosophes, ils doivent nous éclairer. Qu'est-ce qui se passe? Ils doivent s'étonner, pondre des réflexions, comme le fait la Hannah Arendt du Congo, Natacha Pemba, le professeur Charles Thomas Nkunku, Boao aussi, bien qu'il se soit fourvoyant politique désormais. Voilà, donc c'est ça. Donc le Congo, pour ainsi dire, et ce sera ma conclusion, cher ami, n'existe plus. Voilà, c'est sur cette inexistence du Congo qu'on va se quitter, philosophiquement, bien sûr, j'espère, Bédiel Baouna. Sur le plan philosophique. Voilà. Merci, Bédiel Baouna. De rien, cher ami. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Décryptage. Merci à Nokok Mungakoso, à toute l'équipe et à vous surtout, de plus en plus nombreux, à attendre ce programme. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.